Vous recherchez une école de formation dans les métiers du cinéma et de la télévision. Une seule adresse, l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, ISMA. Le premier campus africain de l'image et du son forme pour l'obtention du BTS et diplôme universitaire de technologie audiovisuelle, de licence et master professionnel dans les filières innovantes de journalisme, réalisation cinéma et TV, image et lumière, son et mixage, montage, post-production, gestion de la production, ingénierie et exploitation des équipements. Avec nos diplômes homologués par l'État béninois et accrédités à l'international par le CAMES et le SILECT, l'accompagnement de la FOSICA vous assure une brillante carrière dans les métiers du cinéma et de la télévision. Rejoignez-nous sur notre site web www.isma-benin.org ou sur notre page Facebook ISMA Bénin. Contact 00229 97 27 49 49 00229 95 49 11 11. L'audiovisuel, un métier d'avenir. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce numéro spécial de Diagonale. Notre invité, c'est Jean-Pierre Fabre. Il est candidat de l'Alliance nationale pour le changement. Jean-Pierre Fabre, bonjour. Bonjour. Je vous interroge ce matin avec mon confrère Joël Tchobé. Avec vous, nous parlerons de la prochaine élection présidentielle au Togo. Nous parlerons également du déroulement de cette campagne électorale, surtout de la transparence du scrutin. Et puis, si nous avons le temps, nous allons aborder une partie de votre projet de société. Joël. Jean-Pierre Fabre, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat pour la troisième fois à l'élection présidentielle ici au Togo. Depuis quelques années, vous êtes apparu comme un opposant redoutable au pouvoir de Faure Gnassingbé. Alors déjà, dans quel état d'esprit vous vivez cette période électorale? D'abord, je vous remercie puisque je sais que vous êtes une télévision béninoise, d'avoir fait ce déplacement pour permettre aussi bien aux Togolais et surtout aux Béninois de suivre un peu cette période de campagne électorale et d'avoir une idée de la situation politique togolaise. Dans quel état d'esprit je suis cette campagne électorale? Dans le même état d'esprit que lors de toutes les campagnes électorales auxquelles j'ai participé, c'est-à-dire dans un esprit offensif. Je suis quelqu'un dont le parti travaille beaucoup, ne laisse pas de pause entre deux élections et est en permanence sur le terrain pour sensibiliser les électeurs. Donc, nous sommes toujours sur la brèche et très offensif. Nous avons évidemment constaté que c'est assez difficile d'aborder cette campagne électorale, puisque avant, il y a plusieurs mois maintenant, nous avons rendu public des mémorandums pour exprimer, formuler des revendications, des doléances. Par rapport justement à la transparence du scrutin. À la transparence et à l'équité du scrutin. On va revenir sur ce mémorandum dans un instant. Vous disiez tantôt que c'était le même état d'esprit que les autres fois, mais on peut dire que cette campagne se déroule dans des conditions un peu particulières. Il y a par exemple le décaissement des fonds de campagne aux partis politiques qui n'a pas été effectif. Est-ce que cela a impacté votre campagne? Forcément. Si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour mener campagne, si vous avez compté sur une partie de votre enveloppe qui est constituée par le financement public de la campagne, évidemment, ça influe sur vos activités. Et quelles solutions alternatives avez-vous envisagées? Mais il n'y en a pas. Vous avez un budget, il y a une partie que vous n'arrivez pas à réaliser, et c'est tout. Vous prenez ça comme un coup de pouvoir, comme un coup du pouvoir. Pourquoi est-ce que les fonds n'ont pas été décaissés? Mais je n'ai pas pensé à autre chose. Le pouvoir a rendu public, je crois, un communiqué dans lequel il a dit, il y a une partie, je crois c'est 500 millions qui sont consacrés
au financement public des partis politiques, y compris le parti au pouvoir. Bon, le parti au pouvoir n'a pas besoin de ça. Mais nous, nous en avons grandement besoin. Donc, il y a la dimension non-financement public de la campagne. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'organisation du scrutin. Tout ce qui concerne la transparence et l'équité du scrutin. Vous parlez tantôt justement de ce mémorandum, c'était en novembre, si ma mémoire est bonne. Novembre, le 21 novembre, on a fait une conférence de presse pour rendre public. Avec 9 points. Est-ce qu'aujourd'hui, certains points ont été satisfaits? Aucun. Aucun point n'a été satisfait. Je crois que le pouvoir balaye ça d'un revers de main. C'est justement pour ça que vous avez fait encore une conférence de presse cette semaine et vous avez crié à la fraude. Mais en même temps, vous invitez les citoyens à se révolter. Pourquoi? Mais d'abord, la situation togolaise est particulière. Tout vous incline à ne pas aller aux élections. Mais ne pas aller aux élections n'est pas une solution. Aller aux élections est un problème. Vous voyez? Donc, vous décidez d'y aller en vous battant de toutes vos forces pour obtenir un résultat. C'est la logique dans laquelle nous sommes. Mais donc, toutes nos revendications ont donc été balayées. Vous voyez, nous avons parlé du fichier électoral. Quand on communique l'état du fichier électoral, nous avons parlé de l'illégalité de la composition de la Cour constitutionnelle. Vous savez, la Cour constitutionnelle actuellement est constituée de 7 membres, alors que la Constitution en prévoit 9. Nous avons parlé de la présence de l'ANC à la CENI. Je vous explique un peu. Il y a des représentants des partis politiques à la CENI, des représentants des partis parlementaires et des partis extra-parlementaires. En raison de notre refus de participer à la dernière élection aux dernières élections législatives, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, contrairement à toutes les autres années. Donc, nous sommes considérés comme un parti extra-parlementaire. Or, il se fait que lors des dernières élections locales, mon parti, l'ANC, est à la tête de tous les partis politiques de l'opposition et même tous les partis politiques parlementaires du pouvoir, en dehors du parti UNIR. Vous voyez. À partir de là, nous disons, si nous ne sommes pas à la CENI, parce que nous ne sommes pas allés aux dernières élections législatives, au moins nous pouvons y être au titre des partis extra-parlementaires. Est-ce que vous me comprenez? Puisque nous sommes le premier parti extra-parlementaire. Qu'est-ce que la loi dit? Non, la loi dit que... Quelle est la composition de la CENI? Non, la loi dit qu'il y a des parlementaires et des extra-parlementaires. C'est tout. En réalité, donc, l'ANC devrait y figurer. Bien sûr. Ben, nous n'y sommes pas. Vous avez soulevé... Donc, nous ne sommes ni dans la CENI, ni dans ses démembrements. Nous avons demandé l'authentification du bulletin de vote. L'authentification, vous allez me demander, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à quelque chose, à empêcher le bourrage des urnes. Parce que l'authentification permet de vérifier que le bulletin provient du bureau de vote où le vote a été émis. Donc, c'est très simple. Avant le vote, lorsque les membres du bureau de vote arrivent, avant de lancer le processus, ils tirent au sort 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes pour signer derrière le bulletin, authentifiant donc le bulletin. Ils ont refusé. Ils ont refusé tout ce que nous avons demandé pour la transparence du scrutin. Mais nous y allions quand même. Vous dites que vous n'êtes tombé d'accord sur aucun point, mais il y a quand même 2 points que vous avez évoqués. Il y a le fichier électoral, par exemple, qui a été, dont la qualité a été attestée par la Cour constitutionnelle, par la CEDEAO. Et puis, il y a aussi la composition de la Cour constitutionnelle que vous avez évoquée tantôt. Aujourd'hui, le Togo n'a pas de Sénat. Comment faire
pour combler le vide des 2 membres, ou alors est-ce que vous suggérez qu'il n'y ait pas de Cour constitutionnelle au Togo, ce qui serait un précédent? Je suis abasourdi par la question, mais je vais vous répondre. C'est parce que vous ignorez un certain nombre de choses. Expliquez-moi. Vous savez qu'il y a eu un dialogue ici qui a échoué sous l'égide de la CEDEAO. Et l'une des revendications... Le parti au pouvoir ne dit pas que ça a échoué, c'est votre opinion. Allez-y. La CEDEAO est venue ici pour qu'il y ait des réformes avant les élections. Des réformes que vous avez souhaitées au niveau de l'opposition. Bien sûr, ces réformes n'ont pas eu lieu avant les élections. Donc, le dialogue a échoué. Puisque le but, c'était d'obtenir des réformes avant les élections législatives. Le dialogue a échoué. Mais, parmi les revendications de l'opposition, il y avait la recomposition de la Cour constitutionnelle. Et ces réformes n'ont pas eu lieu, et donc on n'est pas allé aux élections législatives, et les élections ont été remportées par le parti UNIR, qui est seul en lice, avec des accompagnateurs évidemment, et le parti UNIR au pouvoir a donc fait les réformes. Et suivez-moi très bien. Il y a l'article 155 de la Constitution qui prescrit que en lieu et place du Sénat, en attendant sa mise en place, l'Assemblée nationale nomme les membres des institutions où la Constitution prévoit qu'elle doit nommer. L'Assemblée nationale nomme les membres des institutions où la Constitution prévoit que le Sénat nomme. Est-ce que vous me suivez? Or, cet article, c'est ce qui a toujours été fait. La dernière révision constitutionnelle a modifié cet article, a enlevé l'article, a supprimé l'article. Ce qui fait qu'on se trouve dans une situation où le Sénat l'Assemblée nationale ne peut pas pouvoir au siège. Pose vacant. Voilà. Et donc, l'article 100 portant constitution de la composition de la Cour constitutionnelle a été modifié, amenant le nombre de 7, faisant passer le nombre de 7 à 9. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on a commencé à dire la composition est illégale. Évidemment, elle était illégale. Puisque après la révision, on n'a pas touché à la composition. Lorsque nous avons commencé, nous avons commencé à en parler, et ils ont dit que c'est faux et tout ça. Puis après, le chef de l'État a souhaité que la Cour constitutionnelle soit recomposée. Mais la Cour constitutionnelle recomposée, on se retrouve avec 7 membres. Or, la Constitution dit que la Cour constitutionnelle a 9 membres. Jean-Pierre Fabre, vous n'avez pas répondu à la question du fichier électoral. Non. Attendez. Je vous dis que la composition actuelle de la Cour constitutionnelle est illégale. Oui, justement. Attendez, oui. Il y a 2 solutions. Voilà. Ou l'Assemblée nationale se réunit rapidement pour remettre en place l'article 155, ou l'Assemblée nationale se remet en place pour réviser l'article 100, augmenter... Est-ce que ces 2 membres, est-ce que l'absence de ces 2 membres empêche le fonctionnement de la Cour constitutionnelle? A priori, non. Je dis non. Mais pourquoi? Une seconde, monsieur Jean-Pierre Fabre. Je dis non simplement parce que vous-même, vous avez saisi cette même Cour constitutionnelle composée de 7 membres et vous avez demandé l'invalidation de la candidature de Foy Assingbe. Oui. Cela vous a dit que vous connaissez la Cour quand même foi à cette Cour. Quel contexte quand même? Est-ce que vous saisissez vous-même cette Cour? Non. Dans quelle intention vous avez saisi la Cour? Il y a deux choses. Soit. D'ailleurs, ce que j'ai fait après à la Cour de justice de la CEDEAO, je vous l'apprends. J'avais 2 possibilités. Saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle se dise illégale, ce qui serait aberrant. Vous me suivez? Elle se dise illégale alors que je la saisis. Là, je ne l'ai pas saisie. Je l'ai saisie en invalidation de la candidature de Foy Assingbe. Et là, la question de
son illégalité ne se pose pas. Je la laisse. Donc, ne me demandez pas. Non, mais si vous... Non. Ce que moi, je veux que vous acceptiez, c'est que vous avez saisi cette cour. Donc, pour vous, en quelque sorte, c'est que, oui... Non. Je viens de vous dire que j'ai saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour deux choses. J'ai déposé 2 requêtes qui sont actuellement à la Cour de justice de la CEDEAO. L'une portant invalidation de la candidature de Faure Gnassingbé. C'est très simple. En raison de ce que l'article 158 qui nettoie, efface les mandats passés de M. Faure Gnassingbé, cet article n'a pas été voté dans les formes pour être valide. Donc, elle n'est pas valable. On ne peut pas l'appliquer. Et en raison de sa non-validation ou son invalidité, en raison de son invalidité, et M. Faure Gnassingbé ne peut pas être candidat. Ça, c'est un. J'ai saisi la Cour de justice de la CEDEAO d'une deuxième requête portant, comment je dirais, illégalité de la Cour constitutionnelle actuelle. C'est très simple. Vous n'allez pas me prendre sur les questions de logique ou de cohérence des actions. En clair, M. Fabre continue de contester la légalité, la légitimité de cette Cour. Excusez-moi, j'ai oublié de vous répondre, de donner une réponse. J'avais déjà saisi la Cour constitutionnelle lorsque la Constitution a été révisée. C'est-à-dire que il y a le projet de loi du gouvernement qui introduit la révision constitutionnelle. 3 articles. Le premier article portant l'article 59 qui porte, on va dire la limitation du mandat, l'article 60 qui est le mode de scrutin et l'article 100, 59, 60 et 100 qui est composition de la Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale est ressortie avec 29 articles. Ça veut dire 26, dont l'article 158. Donc, les 26, pour nous, sont, les 26 articles sont illégalement votés parce que, n'ayant pas suivi la procédure prescrite par la Constitution en son article 144. Nous venons de faire 15 minutes, Jean-Pierre Fabre, il nous reste environ 15 minutes, on va y aller très vite parce que nous devons parler également... Vous m'avez posé des questions qui nécessitent... De votre projet de société. Qui nécessitent des explications. Du fichier électoral. Je vous l'ai dit, la CEDEAO a attesté de la fiabilité du fichier électoral. Vous continuez à dire que vous n'avez pas le fichier, que le fichier n'a pas été publié. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je ne sais pas, vous avez appris l'information que la CEDEAO a attesté la fiabilité du fichier électoral. Nous, la dernière réunion que nous avons eue avec les représentants de la CEDEAO, le général Béanzin, l'ambassadeur Lompo, qui est ici ambassadeur de la CEDEAO, en présence d'une mission des Nations Unies, conduite par M. Mohamed Ibn Chambas. On nous a dit, M. Lompo a dit, nous avons le fichier, nous ne pouvons pas vous le communiquer parce qu'on n'a pas reçu instruction pour vous le communiquer. Il a dit devant tout le monde. Est-ce que c'est vous spécialement ou c'est tous les partis politiques? Mais tous les partis ont demandé. Tous les partis politiques ont demandé. La C14 avait demandé. On n'a jamais eu. Donc, je ne sais pas où vous avez appris qu'on a attesté. Il ne s'agit pas que quelqu'un atteste. Il s'agit que nous, vous ayez le fichier à disposition. Nous ayons et que nous voyons si ça correspond à la réalité. Alors, Monsieur Jean-Pierre Fabre, nous allons donc évoluer dans cette émission. Vous êtes candidat pour la 3e fois. Je voudrais donc rappeler en termes de cette émission. Alors, dites-nous aujourd'hui sur le plan des réformes politiques et institutionnelles au Togo. Monsieur Fabre devenu chef d'État demain. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, vous allez me permettre par cette question d'aborder le projet de société. Parce que le Togo est un pays malade depuis très longtemps. Et je l'affirme parce que j'y vis. Je l'affirme parce que je subis les conséquences de cette situation togolaise. D'ailleurs, je vous informe, ça fait 7 ans que je suis inculpé
d'avoir conduit les incendies des marchés. Et 7 ans. Je ne sais pas si ça se trouve, si on rencontre ça dans un pays, mais 7 ans. L'affaire est toujours au tribunal. Et plusieurs ont eu des non-lieux. Moi, non. Des gens dans cette affaire, de mon parti, ont passé 5 ans en prison, ont été libérés sans rien. Donc, pour vous dire, le Togo est un État, est un pays où l'absence d'état de droit est grave. C'est une absence grave. C'est une situation qui prévaut depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années. Donc, je dis que le projet de société de Jean-Pierre Fabre, c'est d'abord l'instauration d'un état de droit. L'instauration d'un état de droit. Évidemment, l'instauration d'un état de droit. Vous allez me dire, l'état de droit, ça ne se mange pas. Je vous apprendrai que ça se mange. Parce que l'état de droit est un état qui attire l'investissement. L'investissement, entreprise. Entreprise, emploi. Emploi, tout le reste. Donc, ce n'est pas les chiffres fournis par ici. D'ailleurs, à l'appui, au soutien de ce que je dis, le Togo vient d'être classé par le journal anglais The Economics parmi les pays, les dictatures. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous prenez la liste des démocraties publiée par The Economics, vous ne trouvez pas le Togo, vous cherchez et vous allez trouver le Togo pas loin de la Corée du Nord dans les dictatures. C'est un journal sérieux, The Economics. Mais si on prend juste le contexte actuel... Donc, attendez. Donc, première chose, la restauration de l'état de droit. Pas l'instauration de l'état de droit. La deuxième chose, c'est la gestion rigoureuse des finances publiques. Et avec ça, vous bâtissez le projet de société de Jean-Pierre Fabre. Parce que, vous savez, un pays où sévit une crise politique si longue finit toujours par se retrouver dans un état délabrement social. Parce que la crise politique se double toujours d'une crise économique et sociale sur la durée. Et donc, actuellement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une crise économique au Togo? Parce que vous avez dit qu'il faut laisser les chiffres, mais il y a quand même de bons indicateurs pour le Togo. Est-ce qu'il y a véritablement une crise économique aujourd'hui au Togo, même si vous attaquez l'état de droit? Est-ce qu'il y a une crise politique au Togo? Économique. Non. Est-ce qu'il y a une crise politique au Togo? C'est à vous de répondre. Il y a une crise politique au Togo depuis toujours. Du fait des acteurs politiques? Les intrigues entre acteurs majeurs de la scène politique? Parce que généralement, ce qui se dit, vous n'aimez pas trop ça, M. Jean-Pierre Fabre, mais ce qui se dit, c'est que ce sont les acteurs de l'opposition. Je crois que vous, ce sont les acteurs de l'opposition qui donnent vous avez une idée, au régime actuel. Vous avez une très fausse idée de la situation politique togolaise. Il y a peut-être des intrigues politiques ailleurs. Moi, je suis de l'opposition togolaise. Je suis opposant. Je considère que ce qui se passe au Togo mérite d'être changé. Je n'ai jamais fait d'intrigue avec qui que ce soit. Je n'ai jamais signé un accord que je n'ai pas respecté avec qui que ce soit. Je ne suis pas responsable, je ne suis l'auteur d'aucune intrigue politique. Après le volet politique... Donc, je vous prie de me sortir des acteurs de vos intrigues. Jean-Pierre Fabre, après le volet politique, comment est-ce que vous comptez redresser ou relever, si vous voulez, la situation économique du Togo? Mais, oui, c'est très simple. La transparence dans tout. Vous savez, j'ai fait des études d'économie, comme plusieurs. Mais on n'a pas besoin de faire des études d'économie quand il s'agit d'être honnête pour gérer un État. Et donc, vous avez des ressources, vous avez des besoins, et vous travaillez avec. Vous n'allez pas emprunter. Vous savez, tout ce que le Togo a fait aujourd'hui, le ratio dette sur PIB avoisine les 80%. Comme la plupart des pays de l'UEMOA. Non, vous allez toujours dire le contraire de ce que je dis chaque fois que je dis quelque chose. Pas forcément. Si vous dites des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, bon, je me dois de vous... Vous voulez me dire que la plupart des pays de l'UEMOA sont mal gérés. Au moins, ils font des élections correctes. Ils essayent de faire des réformes institutionnelles et constitutionnelles. On les suit ici.
Mais nous n'avons pas la chance d'avoir ces réformes qui font que, vous savez, lorsque l'État ne respecte pas ses propres lois, l'État ne fait rien pour satisfaire les besoins vitaux des populations. Alors justement, on parle de besoins... Excusez-moi. Moi, je viens de rentrer dimanche dernier de tournée. J'ai fait 10 jours depuis le nord. À l'intérieur du pays. J'ai vu l'état des routes. J'ai vu les écoles. J'ai vu les centres de santé. J'ai vu tout ça. Tout est à faire pour que les Togolais aient le sentiment de vivre dans un pays normal. Alors, monsieur Jean-Pierre Fabre, nous savons que l'administration publique, c'est le bras technique de soutien d'exécution des programmes qui accompagnent les chefs d'État. Vous avez inscrit en page d'or dans votre programme une revalorisation des salaires et des pensions. Comment cela va-t-il se faire? Mais il s'agit de voir de combien dispose le pays. On regarde l'enveloppe, on regarde la masse salariale, et puis on essaie de faire en sorte que les fonctionnaires aient quand même... Sur quel levier principalement voulez-vous agir pour redresser quand même la barre? Parce que nous savons quand même qu'aujourd'hui, l'assiette fiscale... vous n'écoutez pas. Une gestion rigoureuse des finances publiques. Lorsque l'État cède le patrimoine national, et je parle des entreprises publiques, ça veut dire privatise pour que l'affairisme permette aux tenants du régime de s'enrichir. Toutes ces choses, on va y mettre fin dans la transparence. Dans la transparence. Donc, et ça amènera beaucoup d'argent. Vous allez réduire de manière drastique le train de vie de l'État. C'est des milliards et des milliards. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale. J'ai vu le budget de la présidence de la République grimper chaque année d'à peu près 5 milliards. 5 milliards. Lorsque nous posions la question, mais qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Vous pensez que c'est de l'argent jeté par la fenêtre? C'est de l'argent qui finance des choses non nécessaires pour le citoyen ordinaire. Donc, le train de vie de l'État sera réduit de manière drastique pour mettre à la disposition des populations le minimum vital. L'eau. Faire des forages, construire des écoles. J'ai vu des écoles sous des arbres. Et des centaines, des milliers, quand vous partez de Lomé jusqu'au nord. Donc, ça n'est pas normal qu'un élève togolais s'asseye sur un tronc d'arbre. L'élève qui suit les cours d'un instituteur assis sur un tronc d'arbre, vous croyez que il n'a pas mal aux fesses, il n'a pas mal au dos, et vous croyez qu'il peut suivre correctement le cours? Non. Vous avez les routes sorties de la nationale. Vous avez des préfectures qui sont enclavées pour la cohésion nationale, pour permettre aux agriculteurs d'amener sur le marché les produits de leur travail. Il faut bien des routes sérieuses, correctes, bitumées. Tout ça est à faire. Moi, dans mon programme de 2015, j'ai mis un certain nombre si je veux parler des routes, j'ai constaté que l'État le fait pour désenclaver des préfectures. Il ne faut pas copier Jean-Pierre Fabre, il faut avoir des idées. Mais moi, quand je vais venir au pouvoir, moi, c'est parce que j'ai parcouru le pays, tout le pays. Aucun coin, aucun recoin du pays ne m'est étranger. Donc, je peux faire des propositions parce que je connais les besoins des populations. Quand je visite les populations, ce n'est pas pour venir leur dire « venez voter pour moi ». Non. Au cas où je serai au pouvoir, quelles seront mes priorités? Qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre... À part les routes et l'eau, les populations ont demandé autre chose? Mais vous avez, je vous dis, les écoles, les soins, les centres de santé, il leur faut des centres de santé. Vous savez, le Togo est un pays déserté par les médecins parce qu'ils sont mal payés.
Les médecins togolais travaillent ailleurs. Il y a un centre de référence qui sera construit bientôt au Togo, ou qui est en construction. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un centre de référence. Moi, j'attends que... Aux standards mondiaux. J'attends que les populations aient accès à des centres de santé qui s'occupent d'elles, et puis je serai content. Maintenant, les centres de référence, c'est pour ceux qui vont dépenser leur argent peut-être en soins en Europe. C'est à ceux-là qu'on demande de se soigner dans les centres de référence, peut-être. Alors, Jean-Pierre Fabre, vous avez parcouru pratiquement tout le pays. Le logo de votre parti politique, c'est d'ailleurs une bougie allumée. Vous prônez l'alternance. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que les populations sont prêtes à recevoir cette lumière, que les populations veulent réellement l'alternance au Togo? Et est-ce que vous-même vous y croyez? Je ne connais pas un peuple adepte de la servitude volontaire. Ça n'existe pas. Et donc, le peuple togolais qui est martyrisé, maltraité depuis 50 ans par une famille, je crois qu'il veut souffler un peu. Il veut connaître l'alternance. Il veut connaître autre chose que la famille Gnassingbé. Et je vois, si au moins la gouvernance de cette famille a permis de sortir les populations de leur misère, elles peuvent, on ne sait jamais, aspirer à la servitude volontaire. Mais non, elles ont leur vie s'est dégradée et donc elles souhaitent mieux. Leur vie s'est dégradée en matière d'état de droit et en matière de besoins vitaux. Donc, elles souhaitent réellement l'alternance. Et moi, je suis allé leur parler pour la 10e fois. Et il y a des localités, peut-être je suis allé plus de 10 fois depuis plusieurs années maintenant. Et elles voient bien que leur situation s'est dégradée fondamentalement. Et donc, moi, je suis confiant. Le message dont je suis porteur est reçu avec beaucoup d'enthousiasme. C'est la seule chose que je peux dire. Je suis confiant, message reçu avec enthousiasme. J'attends que tout se passe dans la transparence. Je vais me battre pour que ça se passe dans la transparence. C'est déjà très mal parti. Ce qui est en aval, en amont du scrutin, nous n'avons rien reçu comme satisfaction à nos revendications. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est le jour du scrutin dans les bureaux de vote, il faut empêcher les falsifications des fiches de résultats et des procès-verbaux de dépouillement. Et puis, on va voir. Vous insistez beaucoup sur la transparence du scrutin. Il y a déjà eu le vote au niveau des forces armées. Est-ce que vous avez déjà des résultats? Parce que ça commence par là. Non. Le vote des forces armées sera quelque chose que nous allons supprimer dès notre entrée en fonction. Pourquoi? D'abord, ça n'existe pas c'est seulement au Togo et dans quelques pays africains que ça existe. Ça n'est pas nécessaire. Au Togo, c'est utilisé pour frauder. Les rapports des missions d'observation électorale de l'Union européenne préconisent leur suppression. Préconisent, c'est ce qu'on appelle la suppression des votes. Ça a un nom. Les votes exceptionnels, c'est-à-dire le vote par anticipation des forces armées, les votes par dérogation, tout ça, c'est un amalgame, ça crée un amalgame qui permet la fraude. Et donc, pour la transparence, il faut supprimer ça. Il faut supprimer. Alors, Monsieur Jean-Pierre Fabre, nous allons tout à l'heure parler de votre politique étrangère, mais avant, en 2019, le rapport SFAM a évalué donc les pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Togo également, qui luttent très peu contre les inégalités sociales où une infime partie de l'élite s'accapare des richesses au détriment des populations. Ici au Togo, comment comptez-vous lutter contre les inégalités? Vous savez, vous n'avez pas besoin de vous référer au rapport d'Oxfam, puisque à sa prise de fonction, le chef de l'État actuel a dit lui-même
que une minorité accapare des richesses des Togolais. Donc, on n'a pas eu besoin du rapport d'Oxfam pour savoir cela, puisque on le savait. Et le chef de l'État l'a confirmé. Mais il n'a rien fait pour cela. Je vous parle de la gestion rigoureuse des finances publiques. Plusieurs dispositions seront prises pour que tout se passe dans la transparence. Vous savez, quand le chef de l'État a parlé de ça, la première mesure qu'il aurait dû prendre, ça aurait été si comment on dit ça, le fait de rendre public les avantages, les revenus, les richesses, ouais, et tout ça, à la prise de fonction du chef de l'État. Une déclaration de biens. La déclaration des revenus. Patrimoine des personnalités. La déclaration du patrimoine et tout ça. La loi l'y oblige. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et de quoi voulez-vous me parler? La loi oblige, je crois que c'est même la Constitution qui l'oblige à déclarer son patrimoine. Il ne l'a pas fait. Et après, vous me parlez de comment on va faire pour... C'est toute cette opacité qui permet aux dirigeants de s'approprier les ressources nationales. Nous allons très rapidement aborder votre politique étrangère en termes de diplomatie. Monsieur Jean-Pierre Fabre, élu président de la République demain, à quoi doit-on s'attendre? Est-ce une diplomatie offensive avec les voisins immédiats, la CEDEAO, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine également qui monte en puissance en termes d'économie? C'est une politique étrangère pragmatique. Vous savez, quand vous circulez entre le Togo, le Bénin, le Ghana, je n'ai jamais été au Burkina par la route. Mais j'ai fait plusieurs fois. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour permettre la libre circulation des personnes et des biens. Donc, il faut renforcer la politique de bon voisinage avec le Ghana et le Bénin. Parce que nous sommes les mêmes peuples divisés par des frontières artificielles. Il y a des mêmes peuples qui se trouvent. Vous allez à la frontière Togo-Ghana à 6 heures du matin. Vous voyez le flux, le flux et le reflux. C'est-à-dire, il y a des Togolais qui travaillent au Ghana et des Togolais qui vivent au Ghana qui travaillent au Togo. Et c'est quelque chose d'immense. Et on n'a pas le sentiment que les États font ce qu'il faut pour permettre cette facilité de circulation. Justement, on a suivi dernièrement votre représentante, Maître Isabelle Améganvi, qui disait que désormais il faut réformer la CEDEAO et faire de cette institution une CEDEAO des peuples et non des chefs d'État. Qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement? Elle voulait certainement, et je suis d'accord avec elle, elle voulait parler de la manière dont les sommets de la CEDEAO prennent des décisions plutôt favorables, censées résoudre des crises, prennent des décisions plutôt favorables au pouvoir en place dans les pays. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, Monsieur Jean-Pierre Fabre. Nous sommes à quelques heures de la clôture de la campagne. On va vous laisser adresser un dernier mot à vos militants. Mais juste avant cela, la CENI a pris 2 décisions en 48 heures ces dernières 48 heures. Il y a eu d'abord l'annulation des accréditations du cadre de concertation de la société civile et puis également l'annulation du système de sécurisation du vote électronique. Quelle lecture est-ce que vous avez eu à faire par rapport à ces 2 actualités? Très rapidement. Et puis, je dirais simplement que ça confirme que la transparence n'est pas de mise à la CENI. Ça confirme ce que nous pensons depuis toujours. Vous savez, hein, je me demande si nous avons bien fait dans les années 90 de demander à ce que soit confié à un organisme
indépendant l'organisation des élections. Je me demande si on avait bien fait. Parce qu'à l'époque, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections, qui était tout puissant pour frauder. Vous savez ce qui s'est passé ici en 98. Le ministère de l'Intérieur a proclamé les résultats en lieu et place de la CEN, alors que la loi ne l'y autorisait pas. Donc, je me demande si on a bien fait, parce qu'aujourd'hui, les États se sont, enfin, l'État togolais s'est approprié la CENI et fait la loi avec. Donc, la CENI aujourd'hui est plutôt un instrument du parti au pouvoir qui nomme ses membres pour frauder aux élections. Donc, ce que vient de faire la CENI qui a enlevé l'accréditation à la concertation nationale des sociétés civiles, ça montre que c'est toujours un peu moins de transparence qui est requise. Vous allez conclure cet entretien? Nous sommes à 48 heures du scrutin et la première chose que je dis, que je demande aux populations, c'est d'aller voter. D'aller voter pour exprimer leur choix. Et je dis, allez voter pour le candidat de l'ANC, Jean-Pierre Fabre. Parce que, à mon sens, c'est lui qui incarne le mieux les aspirations des populations togolaises. Et qui, durant toutes ces années de lutte pour l'alternance au pouvoir, a acquis l'expérience nécessaire pour la gestion de l'État. Les populations m'ont toujours fait confiance. J'ai tiré une liste pour les municipales la dernière fois. J'ai été élu maire d'une commune de Lomé, mais ce n'est pas, tout le monde sait que ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de diriger l'État. Et donc, le message que j'ai à délivrer aux populations, 1, allez voter, 2, allez voter pour Jean-Pierre Fabre. Monsieur Jean-Pierre Fabre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir reçus ici à Lomé. Je vous rappelle que vous êtes candidat de l'ANC, engagé dans la course pour la conquête du pouvoir présidentiel le 22 février prochain. Jean-Yves Moutoka, merci. Merci. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission Diagonale. À très vite. Merci. On a réussi quand même.